Par un froid après-midi d'automne, en 1975, dans la campagne du Massachusetts, William Henry sortit de chez lui, persuadé d'être de retour avant la tombée de la nuit. C'était un de ces jours qui n'annoncent rien de funeste. L'air était frais, mais pas encore mordant. Le ciel couvert d'un voile nuageux typique de la Nouvelle-Angleterre. Des feuilles mortes s'amoncelaient sur les bas-côtés, encore humides de la nuit. Rien dans cette journée ne laissait présager quelle deviendrait la ligne de fracture entre un avant et un après. William avait une petite trentaine. Un homme de la classe ouvrière à la routine bien réglée, réputé pour sa fiabilité. Il n'était ni impulsif ni imprudent. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme posé, prudent, du genre à planifier ses actions et à s'y tenir. Il avait des responsabilités. Des gens l'attendaient à la maison. Quand il avait dit à sa famille qu'il serait de retour avant la nuit, ce n'était pas une vague promesse. C'était une affirmation ancrée dans l'habitude. Il monta dans sa voiture et partit pour ce qui ne devait être qu'une course brève et routinière. Rien d'urgent, rien d'inhabituel. Juste un après-midi de plus sur des routes familières qu'il avait empruntées d'innombrables fois. Quelque part, le long d'une route de campagne à deux voies, en dehors de la ville, William remarqua un véhicule garé sur l'accotement. Un pneu était à plat. Près de la voiture, un homme se tenait debout, l'air indécis, attendant. En 1975, une panne sur le bord de la route n'était pas immédiatement un signe de danger. Il n'y avait pas de téléphone portable pour appeler à l'aide. Les gens comptaient les uns sur les autres, et William, par nature, était de ceux qui s'arrêtaient. Plus tard, des témoins décriront avoir vu deux véhicules immobilisés. Un homme accroupi près de la roue, concentré sur sa tâche. Un autre, quelques pas en arrière, qui observait. Aucune tension visible, pas de voix qui s'élève. Aucune urgence qui aurait pu attirer l'attention. Juste une petite interruption ordinaire sur une route par ailleurs tranquille. William s'agenouilla près du pneu. Le geste lui-même était simple, presque automatique. Il avait déjà aidé des gens par le passé. Ses amis disaient que c'était dans sa nature. Il n'était pas du genre à ignorer quelqu'un dans le besoin, surtout quand l'aide requise était minime et le risque quasi inexistant. Changer un pneu ne prenait que quelques minutes. C'était le genre de chose qui ne ressemblait même pas à une décision. Quant à l'inconnu, il ne sera jamais clairement identifié. Les descriptions recueillies plus tard étaient fragmentaires et peu fiables. Un témoin se souvenait de vêtements sombres. Un autre mentionnait une veste, mais sans pouvoir en préciser la couleur. Quelqu'un crut entendre un accent étranger, mais personne ne put s'accorder sur son origine. La voiture elle-même resta un mystère. Personne ne se rappelait la marque avec certitude. Aucune plaque d'immatriculation ne fut mémorisée. C'était comme si l'inconnu n'existait que comme une silhouette, une présence sans détail. À ce moment-là, rien de tout cela ne semblait important. Il n'y avait aucune raison de mémoriser le visage d'un inconnu, aucune raison de noter sa voiture, aucune conscience que le moindre détail de cet instant devrait être rappelé plus tard. Une fois la roue changée, une fois que le bref échange entre les deux hommes fut terminé, William ne rentra pas chez lui. Les heures passèrent. La fin d'après-midi laissa place au début de soirée. Le soleil déclina, la lumière s'amenuisa. Au début, il n'y eut pas de panique. Les retards, ça arrive. Une course qui prend plus de temps que prévu. Un ralentissement. Une conversation qui se prolonge. Les explications étaient ordinaires.
car la situation semblait encore ordinaire. Mais à mesure que la lumière du jour s'évanouissait, l'inquiétude s'immisça silencieusement. William n'avait pas appelé. Il n'était pas rentré. Son absence commençait à peser plus lourdement à chaque minute qui passait. Lorsque la nuit tomba complètement, le sentiment que quelque chose n'allait pas ne pouvait plus être ignoré. Sa voiture fut finalement retrouvée à plusieurs kilomètres de l'endroit où les témoins l'avaient vue pour la dernière fois. Elle était garée, pas accidentée, rangée sur le côté, pas abandonnée à la hâte. Les portes étaient fermées, les vitres intactes. Aucun dommage visible, aucune indication de collision ou de panne mécanique. Les clés manquaient. À l'intérieur du véhicule, rien ne semblait avoir été touché. Ses outils de changement de pneus étaient toujours là, intacts. Aucun signe de lutte, pas de sang, pas de verre brisé, aucune preuve de conflit ou de panique. On aurait dit une voiture attendant le retour de son propriétaire. Mais William n'est jamais revenu. La police fut prévenue. Les agents examinèrent la scène avec les outils et les attentes de l'époque. Ils cherchèrent des traces de dérapage. Ils inspectèrent les fossés et les buissons avoisinants. Ils scrutèrent les alentours à la recherche de quoi que ce soit qui puisse indiquer où William avait pu aller. Rien ne répondit. Aucune indication qu'il était parti de son plein gré. Aucun effet personnel abandonné suggérant un départ planifié. Aucun antécédent de disparition. Aucune raison de croire qu'il abandonnerait sa vie sans prévenir. La route elle-même n'offrait aucun indice, juste de l'asphalte, des feuilles mortes et l'obscurité s'étirant dans les deux directions. Pour les enquêteurs, l'absence de preuves fut immédiate et troublante. Les gens disparaissent de différentes manières, mais rarement sans laisser quelque chose derrière eux. Une chaussure, un portefeuille, une marque sur le sol. Quelque chose qui pointe vers un accident ou une intention. Ici, il n'y avait rien. L'inconnu que William avait aidé ne fut jamais retrouvé. Aucun véhicule en panne ne fut signalé dans la région. Aucun appel pour une dépanneuse ne correspondait. C'était comme si l'homme s'était éloigné en voiture pour se dissoudre parmi les innombrables autres voyageurs. La famille de William rejouait la journée en boucle. L'heure de son départ, la promesse de revenir, la certitude qu'il serait à la maison avant la nuit. Chaque détail devenait plus lourd avec le recul. La décision de s'arrêter, la route qu'il avait choisie. Les minutes exactes qui avaient échappé à tout contrôle. Ce qui les hantait le plus, c'était la banalité de la situation. Il n'y avait pas d'événement dramatique auquel se raccrocher, pas de moment fracassant où tout avait clairement mal tourné. Juste un vide dans le temps où William avait cessé d'exister. Alors que la nuit s'épaississait, les recherches s'intensifièrent, mais les réponses ne vinrent pas. La route tranquille resta silencieuse. La voiture abandonnée resta immobile. Et la question qui se forma ce soir-là ne s'évanouirait pas avec le matin. Qu'est-il arrivé à William Henry pendant ces quelques minutes sur le bord de cette route? Quelle que soit la réponse, elle ne s'est pas annoncée bruyamment. Elle n'a pas laissé d'empreinte digitale ni de sang. Elle n'a pas exigé l'attention. Elle s'est glissée silencieusement durant un acte de bonté si commun qu'il fut à peine remarqué à l'époque. À la fin de cette première nuit, une vérité était inévitable. William Henry n'avait pas simplement été retardé. Il n'avait pas perdu la notion du temps. Il n'avait pas changé d'avis pour aller ailleurs. Quelque chose lui était arrivé. Et plus les enquêteurs cherchaient sans le trouver, plus il devenait clair que ce qui s'était passé près de ce pneu crevé
ne s'était pas arrêtée là. Dès le lendemain matin, la disparition de William Henry n'était plus traitée comme un simple retard. Elle avait franchi une ligne invisible, le point où l'absence se transforme en alarme. La police de l'État du Massachusetts fut prévenue, et ce qui avait commencé comme la peur privée d'une famille devint une enquête officielle. Un dossier fut ouvert, des noms furent écrits, des horaires furent consignés. À partir de ce moment, William n'était plus seulement porté disparu pour ceux qui l'aimaient. Il était devenu une affaire. Les agents commencèrent par ce qui semblait le plus logique. Ils refirent l'itinéraire connu de William, empruntant les mêmes routes que la veille. Ils s'arrêtèrent dans les stations-service, les petites boutiques, les restaurants et les garages le long du chemin. Ils demandèrent aux employés s'ils se souvenaient de lui, s'il était passé, s'il avait demandé de l'aide, s'il avait semblé distrait ou contrarié. Personne. Son visage n'avait pas marqué les esprits. Sa présence n'avait laissé aucune impression. Ils étendirent leurs recherches à partir de la route où les témoins l'avaient vu pour la dernière fois avec l'inconnu. Les résidents des environs furent interrogés. Les agriculteurs travaillant leurs terres furent questionnés. Les conducteurs qui empruntaient régulièrement cette route furent sollicités. Les réponses étaient invariablement les mêmes. Personne n'avait entendu de cris. Personne n'avait vu de bagarre. Personne n'avait remarqué une seconde voiture démarrer en trombe ou s'attarder trop longtemps sur l'accotement. Les enquêteurs ne se heurtèrent qu'au silence. Les efforts de recherche s'intensifièrent rapidement. Des équipes parcoururent les bois environnants en ligne serrée, scrutant le sol à la recherche de tout ce qui n'y avait pas sa place. Ils vérifièrent les fossés et les ponceaux où quelqu'un aurait pu tomber ou être poussé. Ils suivirent les ruisseaux et les canaux de drainage, cherchant des signes de perturbation. Chaque endroit où un corps aurait pu raisonnablement se trouver fut examiné. Des chiens policiers furent amenés, mais même eux eurent du mal. La piste olfactive que William avait pu laisser s'était rapidement estompée. La météo joua presque immédiatement contre l'enquête. L'air humide, les changements de température et le vent effacèrent les traces subtiles avant qu'elles ne puissent être suivies. En quelques jours, toute preuve matérielle fragile qui aurait pu exister avait disparu. L'inconnu que William avait aidé restait une variable mystérieuse. Les enquêteurs cherchèrent des signalements de véhicules en panne dans la région ce jour-là. Aucun ne correspondait. Ils vérifièrent auprès des sociétés de remorquage. Aucun appel, aucune voiture abandonnée ne fut trouvée à proximité. Personne ne signala un pneu crevé nécessitant de l'aide. L'homme que William avait secouru ne semblait exister que dans les souvenirs des témoins, et même ceux-ci étaient vagues et contradictoires. La police tenta de cerner le profil de la personne qui aurait pu traverser ce tronçon de route en 1975. Des travailleurs itinérants, des voyageurs de passage, des habitants du coin qui n'auraient pas été reconnus. Sans une description assez solide pour être diffusée, l'effort tourna court presque aussitôt. La voiture abandonnée de William fut examinée encore et encore, avec toujours le même résultat. Pas de sang, pas de signe de lutte, pas de marque de défense à l'intérieur. Ses effets personnels ne manquaient que parce que lui-même manquait. Rien n'avait été fouillé. Rien ne semblait avoir été dérangé à la hâte. C'était la voiture de quelqu'un qui avait l'intention de revenir. Les enquêteurs furent contraints de faire face aux limites de leur époque. Il n'y avait pas de caméra de circulation à visionner, pas de relevés téléphoniques à tracer, pas d'empreintes numériques pour reconstituer ses mouvements.
Tout reposait sur la mémoire humaine, et la mémoire se révéla peu fiable. Les gens se trompaient sur les heures, ils confondaient les jours, ils comblaient les vides avec des suppositions. Au fil des jours, le ton de l'enquête changea subtilement. L'urgence des débuts céda la place à une répétition méthodique. Les agents retournèrent sur les mêmes lieux, espérant que quelque chose qui leur avait échappé se révélerait. En vain. Chaque recherche se terminait comme elle avait commencé, sans le moindre résultat. Pour la famille de William, l'attente devint insupportable. Au début, l'espoir subsistait. Il aurait pu être blessé, il aurait pu s'égarer, désorienté. Il était peut-être encore en vie quelque part, incapable de contacter qui que ce soit. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'espoir s'amenuisait sous le poids des questions sans réponse. La peur prit sa place. Chaque appel téléphonique provoquait une pointe d'angoisse. Chaque coup à la porte portait en lui la possibilité d'une nouvelle qui changerait tout. Et pourtant, quand les appels arrivaient, ils n'offraient rien. Pas de signalement, pas de piste, pas de clarté. La police explora discrètement différentes possibilités. William avait-il été victime d'un vol qui avait mal tourné? Avait-il été forcé de monter dans un autre véhicule? Avait-il accepté de suivre l'inconnu quelque part, croyant encore l'aider? Chaque théorie nécessitait des preuves qui n'existaient tout simplement pas. Ce qui rendait l'affaire particulièrement troublante était l'absence de chaos. Les rencontres violentes laissent généralement une trace. Une branche cassée, une chaussure éraflée, une marque dans la terre. Ici, il n'y avait pas de scène de crime évidente, pas d'endroit où les enquêteurs pouvaient dire « C'est ici que tout a basculé ». William Henry semblait être sorti de sa vie sans laisser la moindre trace. En quelques semaines, l'enquête ralentit. Les ressources furent réaffectées. D'autres affaires exigeaient de l'attention. Les recherches se firent moins fréquentes, puis s'arrêtèrent complètement. Officiellement, l'affaire restait ouverte, mais en pratique, elle était au point mort. Pour les enquêteurs, elle devint l'un de ces dossiers qui résistent à toute classification. Pas clairement un accident, pas clairement un crime, juste un homme qui avait disparu après avoir fait quelque chose que la plupart des gens considéreraient comme anodin. Pour sa famille, l'incertitude était une forme de punition. Sans réponse, il n'y avait aucun moyen de faire son deuil correctement, pas de corps à enterrer, pas d'explication à accepter, juste une question permanente qui planait sur tout. Alors que les semaines passaient et que les pistes s'épuisaient, une chose devint de plus en plus claire. Quoi qu'il soit arrivé à William Henry, cela n'avait laissé aucune empreinte visible. S'il y avait une vérité enfouie quelque part, elle n'allait pas se révéler facilement. Et plus l'affaire restait non résolue, plus il semblait que ce moment sur le bord de la route, aussi calme et banal qu'il ait pu paraître, était le dernier point clair où la vie de William avait croisé le monde d'une manière que quiconque pouvait voir. Tout ce qui suivit s'était dissous dans l'absence. Alors que les semaines se transformaient en mois sans aucune réponse, l'enquête sur la disparition de William Henry commença à changer de nature. Ce qui avait été mené par des recherches et des interrogatoires se mua lentement en quelque chose de plus silencieux et de plus incertain. Sans aucune preuve matérielle pour les guider, les enquêteurs se retrouvèrent avec des questions au lieu de faits. Et dans ce vide, les spéculations commencèrent à s'installer. En privé, la police explora plusieurs possibilités. Une théorie suggérait un vol qui aurait dégénéré de manière inattendue.
William se serait arrêté pour aider l'inconnu et la situation serait devenue violente une fois qu'il était vulnérable. Une autre possibilité était un acte spontané, une rencontre avec quelqu'un d'instable ou de désespéré, où il n'y avait eu aucun plan au-delà de l'instant lui-même. Il y avait aussi l'idée que William avait été attiré ailleurs sous de faux prétextes, convaincu de suivre l'inconnu à proximité, croyant toujours l'aider, sans savoir qu'il marchait vers le danger. Aucune de ces théories ne pouvait être prouvée. Chacune exigeait des suppositions que les preuves ne soutenaient pas. Aucun témoin n'avait vu d'altercation. Aucun bien volé lié à William n'avait été signalé. Aucun signe n'indiquait qu'il était parti volontairement au-delà de ce tronçon de route. Chaque explication se terminait de la même manière, se dissolvant sous l'examen. Alors que les progrès officiels ralentissaient, l'affaire commença à prendre une autre vie au sein de la communauté. Les gens parlaient. Ils rejouaient l'histoire, comblant les lacunes avec leur propre logique et leur propre peur. Certains se concentraient sur l'inconnu, l'imaginant comme un travailleur itinérant de passage dans le Massachusetts au milieu des années 70, quelqu'un sans racines et sans raison de rester. D'autres pensaient que William avait pu être victime d'un carjacking, forcé de monter dans un autre véhicule, puis conduit loin de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Il y avait ceux qui insistaient sur le fait que William devait connaître la personne pour qui il s'était arrêté, que personne ne ferait confiance à un étranger si facilement. Mais aucun lien ne put jamais être établi. La vie de William avait été prévisible, routinière et soigneusement délimitée. Il n'y avait pas de relation cachée, pas de dette, pas de comportement inexpliqué qui suggérait qu'il rencontrait quelqu'un en secret. Les enquêteurs tentèrent d'ancrer l'affaire avec quelque chose de tangible. Un portrait robot de l'inconnu fut commandé, construit à partir des fragments dont les témoins pouvaient se souvenir. L'un se rappelait la forme d'un visage, mais pas les cheveux. Un autre se souvenait d'une veste, mais pas de l'homme qui la portait. Des accents furent devinés, puis contredits. L'image qui en résulta manquait de clarté et de certitude. Lorsqu'elle fut discrètement diffusée, elle ne produisit rien. Pas d'appel, pas de reconnaissance, pas de percée. Avec chaque effort infructueux, l'élan de l'enquête s'épuisait. Les dossiers s'épaississaient, mais ne devenaient pas plus informatifs. Les notes se répétaient. Les chronologies restaient inchangées. Finalement, l'affaire atteignit une étape familière mais douloureuse. Elle n'était plus activement poursuivie. Elle était maintenue. Pour la famille de William, le temps ne s'écoulait pas de la même manière que pour le système. Les anniversaires arrivaient sans lui. Les fêtes se passaient avec une place vide là où il aurait dû être. Chaque occasion portait la même question. Où était William maintenant? Était-il en vie quelque part, incapable de rentrer chez lui? Ou sa vie s'était-elle terminée sur ce bord de route sans que personne ne s'en aperçoive? L'espoir et le deuil coexistaient en perpétuel mouvement. Certains jours, la possibilité qu'il soit encore en vie semblait assez réelle pour s'y accrocher. D'autres jours, le silence semblait trop lourd pour être ignoré. Sans confirmation, il n'y avait pas de fin, seulement de l'endurance. Au fil des ans, le nom de William disparut lentement de l'attention publique. De nouvelles affaires firent surface. De nouveaux visages remplirent les journaux. Sa disparition devint quelque chose dont les gens se souvenaient vaguement, une histoire mentionnée occasionnellement, puis mise de côté. Dans les services de police, son dossier fut déplacé, réorganisé et finalement placé parmi d'autres comme lui.
des affaires classées, non résolues, inactives. Au début des années 1980, la réalité était difficile à nier. La disparition de William Henry était devenue officiellement une affaire classée, non pas parce qu'elle manquait d'importance, mais parce qu'elle manquait de direction. Il n'y avait plus rien à poursuivre, aucune piste à suivre, aucune preuve attendant d'être analysée. Pour ceux qui l'aimaient, la cruauté de l'incertitude restait inchangée. Une confirmation, même du pire, aurait offert quelque chose de solide sur quoi se tenir. Au lieu de cela, il restait suspendu entre les possibilités, ne sachant jamais quelle version de l'histoire, si tant est qu'il y en ait une, était vraie. Et tandis que le système passait tranquillement à autre chose, les questions sans réponse restaient. Quelque part entre cet arrêt sur le bord de la route et le moment présent, la vérité existait toujours. Simplement, elle n'avait nulle part où faire surface. Pendant des décennies, elle resterait enfouie, attendant que quelque chose, n'importe quoi, vienne perturber le silence que William Henry avait laissé derrière lui. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. C'est des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 30 jours de recherche et de longues nuits à poursuivre la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité derrière ces mystères, veuillez prendre une seconde pour aimer, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous permet de continuer. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Le temps a avancé sans William Henry, que l'on soit prêt ou non. La route où il a été vu pour la dernière fois n'est pas restée figée en 1975. Elle a été refaite, élargie par endroits, ses bords remodelés par les intempéries et les équipes d'entretien. Les champs qu'il abordait autrefois ont été vendus, divisés et replantés. Des arbres ont grandi, d'autres ont été abattus. Le monde physique continuait sa transformation, effaçant peu à peu le contexte du moment où William avait disparu. Dans les services de police, le changement était tout aussi constant. Les inspecteurs qui avaient autrefois arpenté ces bois ont pris leur retraite ou ont été mutés. De nouveaux enquêteurs ont pris leur place, héritant de piles de dossiers remplis de rapports rédigés par des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. L'affaire William Henry en faisait partie. Elle refaisait surface de temps en temps, généralement lorsqu'un nouvel inspecteur examinait de vieilles affaires classées ou lorsqu'une arrestation sans rapport ravivait brièvement l'espoir qu'un lien puisse exister. À chaque fois, le résultat était le même. La piste s'arrêtait presque aussitôt qu'elle était rouverte. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les progrès de la science médico-légale ont apporté un optimisme prudent. Les bases de données ADN se sont développées. De vieilles affaires à travers le pays ont trouvé une résolution grâce à des preuves qui avaient attendu des décennies pour être comprises. Le dossier de William a été ressorti. Les agents ont examiné le peu de matériel physique qui restait. Il n'y avait rien de testable. Pas de vêtements conservés, pas d'objets récupérés, pas de traces biologiques. La science ne pouvait pas aider une affaire qui n'avait jamais produit de preuves. Parfois, des informations parvenaient du public. Un homme ressemblant à William vu dans un autre état, une histoire entendue des années plus tôt dans un bar, une rumeur transmise par quelqu'un qui ne se souvenait plus exactement quand ni où
elle avait pris sa source. Chaque piste était examinée, puis écartée. Elles étaient trop vagues, trop lointaines, trop tardives. Alors que les années se transformaient en décennies, l'absence de certitude se durcit pour devenir quelque chose de plus permanent. Sans corps, l'affaire ne pouvait être reclassifiée. William n'était ni officiellement mort, ni plausiblement en vie. Le système n'avait pas de place pour ce genre d'incertitude. Sa disparition existait dans un espace étroit entre les catégories, intouché par la conclusion. Pour sa famille, le temps n'a pas apporté de résolution. Il a apporté l'épuisement. Ils ont vieilli en portant des questions sans réponse. Les parents ont vieilli, puis sont décédés sans savoir ce qui était arrivé à leur fils. Les frères et sœurs ont atteint des étapes que William n'atteindrait jamais. Les plus jeunes parents ont grandi en connaissant son nom, mais pas sa voix, ses habitudes ou sa présence. Il devint une histoire que l'on racontait avec précaution, sans fioriture, car personne ne voulait le réécrire en quelqu'un d'inconnaissable. Au sein de la famille, les croyances se sont fracturées silencieusement. Certains ont accepté que William était probablement mort, même s'ils ne pouvaient pas dire comment ni où. Pour eux, imaginer sa survie semblait plus douloureux que d'accepter la perte. D'autres refusaient d'abandonner l'espoir qu'il fût encore en vie quelque part, dans des circonstances qu'ils ne pouvaient imaginer, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus exclure. Sans preuve, chaque théorie restait aussi fragile que les autres. L'absence de corps signifiait qu'il n'y avait ni funérailles, ni tombe, ni lieu physique où se recueillir pour accepter une fin. Le deuil était sans repère. Il persistait, sans résolution, refaisant surface à des moments inattendus. Un son, un lieu, une vague ressemblance avec un passant dans la rue. Avec le temps, le monde autour de la disparition de William perdit la mémoire. Les témoins potentiels moururent. Ceux qui restaient voyaient leurs souvenirs s'estomper, brouillés par les années. Le visage de l'inconnu, déjà flou à l'époque, devint impossible à reconstituer. Même la route elle-même ne ressemblait plus à ce qu'elle était cet après-midi de 1975. Les enquêteurs comprenaient ce que cela signifiait. Le temps n'était plus neutre. Il œuvrait activement contre la vérité. Chaque année qui passait réduisait les chances d'identifier la personne que William s'était arrêté pour aider. Tout coupable potentiel avait vieilli, déménagé ou était décédé. Sans preuve reliant quiconque au crime, la notion de responsabilité s'éloignait de plus en plus. William Henry avait disparu non seulement du monde physique, mais aussi du champ des possibles, et pourtant, l'affaire ne fut jamais complètement classée. Elle restait dans les registres, un rappel silencieux d'une histoire inachevée, d'une personne portée disparue, le genre de dossier qui sommeille dans les archives, sa présence plus symbolique qu'active. Ici, le récit ralentissait, non pas parce que rien ne se passait, mais parce que rien ne pouvait être fait. Le silence s'imposa comme la caractéristique dominante de l'absence de William. Pas de nouveaux développements, pas de découvertes, juste le passage régulier du temps pesant sur des questions sans réponse. Pour la famille, ce silence était un fardeau en soi. Ils apprirent à vivre avec, à prendre des décisions sans savoir, à avancer sans résolution. La vie exigeait de continuer, même si une partie d'entre eux restait figée en 1975. Des décennies plus tard, le nom de William Henry existait encore sur le papier, mais il ne restait que peu de choses. Aucun témoin vivant ne pouvait dire ce qui s'était passé après cet arrêt sur le bord de la route.
Aucun objet n'avait refait surface pour suggérer où il était allé. L'inconnu restait sans visage. L'instant restait indéfini. Pendant longtemps, il sembla que c'était ainsi que l'histoire se terminerait. Non pas avec des réponses, mais avec l'érosion. Un homme englouti par le temps, sa disparition se diluant dans l'histoire au lieu d'être élucidée. Mais l'histoire a une façon de retenir les choses plus longtemps que les gens ne s'y attendent. Et même après 40 ans de silence, la vérité sur William Henry n'avait pas complètement disparu. Elle avait simplement attendu, inaperçue, dans un endroit où personne n'avait pensé à regarder. Pendant plus de 4 décennies, la disparition de William Henry n'exista que sous forme de paperasse, de souvenirs et de questions sans réponse. Puis, au printemps 2019, quelque chose de petit et d'anodin vint rompre le silence. Un agriculteur défrichait un champ isolé dans le Massachusetts, une terre qui avait changé de main plus d'une fois depuis les années 1970. Le travail était routinier. Herbe haute, sol inégal, des années de négligence lentement effacées. Alors que sa machine traversait une section envahie par la végétation près de la lisière de la propriété, quelque chose s'est accroché là où il n'aurait pas dû. Pas du métal, pas de la pierre, quelque chose de plus souple. Lorsque l'agriculteur s'est arrêté pour regarder de plus près, il a vu du cuir. Craquelé, noirci par le temps, partiellement enfoui sous une herbe épaisse et une terre compacte. Cela ne semblait pas récent. Cela semblait vieux, oublié. À l'intérieur du portefeuille se trouvaient des objets qui n'auraient pas dû exister dans cet état. Un permis de conduire au bord gondolé. La photo était délavée, mais encore reconnaissable. Quelques vieilles photographies, des visages figés des décennies plus tôt. Des papiers personnels qui avaient autrefois vécu dans la poche d'un homme, manipulés quotidiennement, puis abandonnés au sol. Le nom sur le permis était William Henry. La police fut immédiatement prévenue. En quelques heures, le champ n'était plus seulement une terre agricole. C'était un site d'attention renouvelé, un lieu qui, jusqu'à ce moment, n'avait jamais été officiellement lié à la disparition. Pour les enquêteurs, la découverte fut à la fois choquante et dégrisante. Pendant 44 ans, l'affaire William Henry avait manqué de preuves matérielles. Maintenant, soudainement, il y avait quelque chose de réel, de tangible, quelque chose qui ne pouvait être écarté comme une rumeur ou un témoignage mal souvenu. L'état du portefeuille racontait sa propre histoire. Il n'avait pas été simplement perdu et oublié. Des décennies d'exposition l'avaient usé, mais pas dispersé. Son contenu était toujours à l'intérieur. Rien ne suggérait qu'il était tombé accidentellement d'une poche lors d'une promenade. L'emplacement était crucial. Le champ se trouvait à des kilomètres de l'endroit où la voiture de William avait été retrouvée. Il n'y avait aucune raison logique pour que son portefeuille soit là, à moins que lui ou quelqu'un d'autre ne l'y ait apporté. Les enquêteurs documentèrent soigneusement la zone. Des échantillons de sol furent prélevés. La profondeur à laquelle le portefeuille avait été trouvé fut notée. Les schémas de croissance de l'herbe furent examinés. Tout menait à la même conclusion. Le portefeuille avait été placé là intentionnellement, il y a longtemps. Il n'avait pas migré. Il n'avait pas été déplacé par des animaux, il avait été laissé là. L'affaire fut officiellement rouverte. Des dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des années furent sortis des archives. Des rapports écrits de différentes mains par des officiers depuis longtemps à la retraite ou décédés furent relus. Les chronologies furent réexaminées avec un regard neuf.
La découverte du portefeuille recadrait tout ce qui l'avait précédé. Des équipes de police scientifiques modernes prirent en charge les preuves. Le portefeuille fut soigneusement transporté et examiné dans des conditions contrôlées. On tenta de récupérer de l'ADN sur le cuir, sur les papiers, sur tout ce qui aurait pu préserver une trace biologique. Mais le temps avait fait son œuvre. Des décennies d'humidité, de changements de température et d'exposition à l'environnement avaient dégradé ce qui s'y trouvait autrefois. Les résultats furent limités. Aucun profil ADN utilisable ne put être extrait. Aucune empreinte digitale n'avait survécu. Le portefeuille pouvait confirmer son propriétaire, il pouvait confirmer une présence, mais il ne pouvait pas identifier qui l'avait placé là. Les recherches s'étendirent à partir du champ. Un radar à pénétration de sol fut utilisé dans certaines zones. Des équipes parcoururent à nouveau le terrain, cette fois en sachant que William Henry avait été lié à cet endroit d'une manière ou d'une autre. Ils cherchèrent des restes. Ils n'en trouvèrent aucun. Malgré l'absence de corps, l'importance du portefeuille ne pouvait être surestimée. C'était le premier lien physique indéniable entre William Henry et un lieu autre que ce bord de route. Pour la première fois, les enquêteurs pouvaient dire avec certitude qu'il ne s'était pas simplement volatilisé. Il avait été déplacé. Pour sa famille survivante, l'appel téléphonique suscita des émotions qu'ils n'avaient pas ressenties depuis des années. Le choc d'abord, puis l'incrédulité, puis une clarté silencieuse et dévastatrice. Le portefeuille répondait à une question tout en rouvrant des dizaines d'autres. Pendant des années, certains s'étaient accrochés à la croyance que William aurait pu partir de son plein gré, qu'il aurait pu choisir une autre vie, aussi improbable que cela puisse paraître. Le portefeuille effaça cette possibilité. Personne n'abandonne son identité par accident. Personne n'enterre son passé dans un champ à des kilomètres de chez soi sans raison. En même temps, la découverte était une validation. Elle confirmait ce que beaucoup avaient toujours soupçonné, mais n'avaient jamais pu prouver. Quelque chose était arrivé à William, quelque chose de délibéré, quelque chose impliquant une autre personne. Les enquêteurs voyaient maintenant l'affaire sous un angle différent. L'inconnu que William avait aidé n'était plus une simple figure théorique. L'emplacement du portefeuille suggérait une intention. Il suggérait quelqu'un essayant de séparer William de son identité, de retarder son identification, de compliquer la découverte. Le champ lui-même offrait peu de réponses. Il était calme, isolé, facile à traverser sans le remarquer, exactement le genre d'endroit où quelque chose pouvait être abandonné sans attirer l'attention. Qu'il ait été choisi délibérément ou par commodité restait incertain. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait, l'intérêt public revint brièvement sur l'histoire de William Henry. Des gens qui n'avaient jamais entendu son nom l'apprenaient maintenant aux côtés du détail qui changeait tout. Son portefeuille, retrouvé après 44 ans. Pourtant, malgré ce regain d'attention, la question centrale restait sans réponse. Où était William Henry lui-même? Le portefeuille ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas expliquer comment il était arrivé là, ni pourquoi. Il ne pouvait pas révéler si William avait jamais été vivant dans ce champ ou si ses affaires avaient été séparées de lui ailleurs. Il confirmait seulement que quelqu'un, à un moment donné, avait pris une décision à son sujet. Pour les enquêteurs, l'affaire bascula à nouveau. Ce n'était plus seulement une disparition. C'était une disparition avec des preuves de déplacement,
de dissimulation et d'intention. Des théories qui semblaient autrefois spéculatives prenaient plus de poids. L'idée d'une rencontre fortuite tournant mal, la possibilité d'un prédateur utilisant la vulnérabilité comme une ouverture, la probabilité que William ait été emmené quelque part contre son gré. Malgré les outils modernes et un effort renouvelé, l'enquête se heurtait toujours au même problème fondamental. Le temps avait fait disparaître les témoins. Les souvenirs s'étaient estompés. Toute personne responsable avait eu des décennies pour se fondre dans une vie ordinaire. Le portefeuille apporta des réponses, mais pas la justice. Il fermait la porte à certaines possibilités tout en forçant d'autres. Pour la famille de William, la découverte était à la fois une blessure et une confirmation. Elle faisait mal car elle mettait fin à certains espoirs. Elle aidait car elle remplaçait l'incertitude par une vérité. William n'avait pas choisi de disparaître. Il avait été enlevé. Et tandis que les enquêteurs se tenaient dans ce champ, tenant le dernier objet personnel que William Henry ait jamais porté, une réalité devenait inévitable. Le portefeuille n'était pas la fin de l'histoire. C'était un message laissé derrière, intentionnellement ou non, attendant des décennies pour être trouvé. Ce qu'il indiquait n'était pas une disparition, mais un crime qui n'avait jamais été pleinement compris. Et maintenant que le silence avait enfin été rompu, la question n'était plus de savoir si quelque chose était arrivé à William Henry. C'était de savoir qui l'avait fait et jusqu'où ils étaient allés pour s'assurer qu'il ne soit jamais retrouvé. Au moment où le portefeuille fut retrouvé, les enquêteurs ne se posaient plus les mêmes questions qu'en 1975. La découverte imposa un changement de perspective. Pendant des décennies, la disparition de William Henry avait flotté dans l'incertitude, en équilibre entre l'accident, le choix et le crime. Maintenant, avec une preuve matérielle confirmant que ces affaires avaient été délibérément déplacées, l'affaire se resserrait. Les possibilités s'évanouissaient. Ce qui restait était plus sombre, mais plus clair. Le pneu crevé qui avait attiré William sur le bord de la route n'était plus considéré comme une coïncidence. En 2019, les forces de l'ordre bénéficiaient du recul, de la reconnaissance de schémas et de décennies de cas similaires à comparer. Dans les années 1970, l'assistance routière reposait presque entièrement sur des inconnus. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas de service d'urgence que l'on pouvait appeler. Les gens s'arrêtaient parce que c'était ainsi que l'aide fonctionnait, et les prédateurs le savaient. Les enquêteurs réexaminèrent les témoignages originaux dans ce contexte. L'inconnu que William s'était arrêté pour aider n'avait pas semblé affolé. Il n'était pas blessé. Il n'avait pas fait signe à plusieurs voitures. Il avait attendu, calme, maître de lui. Ce détail, autrefois négligé, avait maintenant son importance. Une panne mise en scène n'était pas une tactique rare à cette époque. Les archives policières de la Nouvelle-Angleterre documentaient des cas où des criminels utilisaient des problèmes mécaniques pour créer l'isolement et la confiance. Un pneu crevé était idéal. Il exigeait une proximité physique. Il exigeait que quelqu'un s'agenouille, tourne le dos, se concentre sur une tâche. Il créait une vulnérabilité sans utiliser la force. William Henry correspondait au profil de quelqu'un susceptible de s'arrêter, serviable, responsable, sans prétention. Il n'était pas méfiant. Il n'était pas imprudent, mais il était bienveillant. Et c'est peut-être précisément sur cette bienveillance que quelqu'un d'autre comptait.
L'absence de lutte sur le bord de la route suggérait une maîtrise de la situation plutôt qu'un chaos. Quoi qu'il se soit passé ensuite, cela n'a pas éclaté soudainement dans cet espace visible. Les enquêteurs pensent que William a probablement été convaincu d'aller ailleurs, peut-être pour chercher un outil, peut-être pour suivre l'inconnu vers un lieu voisin, sous prétexte que le problème n'était pas entièrement résolu. Sa voiture abandonnée renforçait cette théorie. Elle était garée délibérément, pas laissée à la hâte, pas endommagée. L'absence des clés suggérait que William était parti au volant ou avait été emmené loin de cet endroit, plutôt que d'être traîné ou contraint immédiatement. Le portefeuille, retrouvé des décennies plus tard, comblait une autre lacune essentielle. Si William avait simplement été volé, son portefeuille aurait été pris pour son contenu et jeté rapidement, probablement près de la Seine. Au lieu de cela, il a été conservé, déplacé à des kilomètres de là et laissé dans un endroit où il ne serait pas découvert avant des décennies. Cela indiquait une intention au-delà du simple vol. Quelqu'un voulait que l'identité de William soit séparée de lui. Il voulait du temps, de la distance, de la confusion. Les enquêteurs commencèrent à comparer le cas de William à d'autres disparitions non résolues et homicides des années 1970 dans le Massachusetts et les États voisins. Des schémas émergèrent. Des hommes qui s'étaient volatilisés après s'être arrêtés pour aider. Des rencontres en bord de route qui se terminaient sans témoin. Des objets personnels retrouvés loin des derniers lieux connus. Des crimes qui reposaient sur l'opportunité plutôt que sur une planification à long terme. Aucun de ces cas ne pouvait être directement lié à William Henry, mais ensemble, ils peignaient le portrait d'un type de criminel qui se déplaçait dans les espaces ordinaires sans se faire remarquer. Quelqu'un qui se fondait dans la masse, qui n'avait pas besoin d'une victime spécifique, seulement du bon moment. L'inconnu que William a rencontré n'a jamais été identifié, et cette absence est restée le plus grand obstacle à la certitude. Sans nom, sans description de véhicule, sans témoin pouvant placer cette personne ailleurs plus tard, aucun suspect ne pouvait être formellement désigné. Aucune arrestation ne pouvait être faite. Aucune accusation ne pouvait être portée. Mais les forces de l'ordre ne décrivaient plus William Henry comme disparu dans des circonstances suspectes. Le langage a changé, discrètement, délibérément. Sa disparition était désormais classée comme un homicide probable. Cette désignation était importante. Elle reconnaissait ce que les preuves soutenaient désormais. William Henry n'a pas quitté sa vie. Il ne s'est pas perdu dans un accident qui n'a laissé aucune trace. Il a été enlevé, violenté et son corps dissimulé. Pour sa famille, cette conclusion ne fut pas un choc. C'était une confirmation de ce que le temps leur avait déjà appris. Le portefeuille avait mis fin aux derniers doutes persistants. La vie de William n'avait pas dévié de sa course. Elle avait été redirigée de force. Le manque de justice n'atténuait pas cette clarté. Au contraire, il la rendait plus lourde. Il n'y aurait pas de procès, pas de sentence, pas de moment où la responsabilité serait prononcée par la personne qui la portait. La vérité existerait sans résolution, et pourtant, il y avait quelque chose de final dans cette compréhension. L'histoire de William Henry n'appartenait plus à l'inconnu. Elle appartenait à un type de crime spécifique, commis d'une manière spécifique, à un moment spécifique de l'histoire, où la confiance sur le bord de la route était courante et le danger pouvait se cacher à la vue de tous. Le champ où son portefeuille a été trouvé
est devenu le dernier endroit où le monde a reconnu William Henry, non pas parce que c'est là que sa vie s'est terminée, mais parce que c'est là que la preuve de sa vie est revenue. Un portefeuille n'explique pas tout, mais il en dit assez. Il dit que quelqu'un a fait un choix. Il dit que William a été déplacé. Il dit que sa disparition a nécessité un effort, pas un accident. Il dit que le silence a été fabriqué. Après 44 ans, le mystère ne s'étendait plus à l'infini dans toutes les directions. Il s'était rétréci pour devenir une vérité sinistre mais crédible. Un homme en a rencontré un autre qui n'avait pas besoin de son aide, seulement de sa confiance. William Henry ne s'est pas volatilisé. Il a été enlevé sur le bord d'une route tranquille du Massachusetts lors d'un acte de gentillesse ordinaire. Et le portefeuille laissé derrière, enfoui sous l'herbe pendant des décennies, est devenu le dernier témoin de ce qui s'est passé lorsque cette gentillesse a rencontré toute autre chose.